L'air est chargé de poussière. Cette demeure, elle est entièrement plongée dans l'obscurité, comme si personne n'y était entré depuis des années. L'air semble renfermé. Il n'y a pas de déplacement. Tout le monde a oublié cet endroit. Ceux qui l'ont quitté ont peut-être changé la face d'un monde, ont peut-être causé la perte de plusieurs dizaines de milliers de vies. Cet endroit, c'est un endroit où tout a commencé et où tout s'est fini. Quand la porte s'ouvre, il y a 3 agents, 3 personnes armées, qui pénètrent dans une vieille, très vieille maison. Le sol, il est vermoulu sous leurs pieds. Et Patch, de par ta haute stature, tu vas presque passer ton pied au travers du sol. Tu vas te reculer d'un pas et tu vas regarder autour de toi, ton bouclier brandi, ta hache prête à servir. Tu vois ton chef d'équipe, Jedediah, qui engage son fusil d'assaut juste derrière toi, couvert par le bouclier, qui se décale légèrement et balaye toute la zone de son fusil. Cette maison que vous devez sécuriser est extrêmement silencieuse, vide et inhabitée. Seul son propriétaire semble vous toiser du regard. Depuis le fauteuil où il a poussé son dernier soupir. On vous a demandé de sécuriser cette maison. Et d'un coup d'œil, vous savez qu'il n'y a rien à sécuriser ici. Que faites-vous ? En tant que chef de l'équipe, je vais faire un signe à mes camarades, juste avec la main, sans trop parler, pour leur faire signe de sécurité, de regarder et d'éclairer dans cette direction-là, pour qu'ils puissent s'assurer qu'on voit bien tout ce qu'il y a, et qu'il n'y ait pas, comment dire, un petit imprévu dans un petit recoin, par exemple. La porte ouverte vous permet effectivement de vous assurer déjà qu'il n'y a pas de mauvaise surprise dans cette zone. Que font tes camarades ? Patch, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je regarde l'ensemble de la pièce d'un simple coup d'œil. J'essaye d'observer exactement ce qui se passe. Et comme à mon habitude, la vue d'un cadavre ne me choque pas plus que ça et j'attends surtout les ordres de mon chef d'équipe. Vérifier qu'il n'y ait pas de piège, d'objets qui traînent au sol. On ne sait jamais. Il n'y a aucun piège. Il n'y a là qu'une vieille maison, typique d'il y a presque une quarantaine d'années,
typique d'une vie où l'apocalypse s'était encore totalement répandu, avant que le dôme de lumière, le nouvel Éden, ne déploie ses troupes et repousse les dangers de l'apocalypse jusque loin dans les ténèbres de la nuit. Bien. Vérifier toutes les pièces avec prudence et confirmer le fait que l'endroit soit sécurisé ou non. Et j'avance doucement, en regardant chaque recoin, y compris dans les toilettes. Vous sécurisez assez facilement la maison, comme je l'ai dit. Au bout, franchement, toi qui es expérimenté, j'ai dit en quelques pas à peine, tu sais qu'il n'y a rien à trouver ici. Bon, la zone est sécurisée. Peut servir de base de fortune en cas de besoin ou d'abri rudimentaire. Tu sais que non, malheureusement, parce que si on t'a demandé de la sécuriser, c'est que des personnes attendent dehors et que tu sais que la situation dehors est peut-être un petit peu tendue. C'est juste pour dire que si jamais il y a plus de balles, on a au moins quelques murs et quelques petits éléments d'électroménager qui servent d'abri de fortune. Même si, évidemment, ce n'est pas un miracle. Hein. Bon, confirme. Vous entendez des éclats de voix à l'extérieur. Bien. La situation, donc... La maison est sécurisée, sécurisation confirmée, nous pouvons rendre compte. Vos pas... Récupère au passage le pistolet au sol, pour pas que ça traîne, on va pas laisser des armes d'autres personnes. Il est visiblement là depuis aussi longtemps que le squelette. Et il est couvert de rouille, il est inutilisable. Ok, bon, alors si c'est le cas, il dégage. C'est juste pas laisser d'armes pour d'autres qui pourraient être une menace pour nous. Votre sortie se fait au prix d'un sacré choc de température, puisque la maison, comme je vous l'ai dit, semblait avoir été cloisonnée pendant des dizaines d'années. Comme si personne n'y était entré. Ce qui est assez surprenant, parce que certes l'extérieur est chaud, mais enfin il est surtout habité. Quand vous en sortez, juste à votre droite, il y a une fortification avec des hommes qui pointent des armes sur ceux qui vous attendent. Un groupe de soldats parfaitement équipés. D'ailleurs, assez surprenant dans ce monde où même vous êtes... même par rapport à ce monde où vous êtes tous plutôt relativement bien équipés. Mais en tant que récupérateur, vous n'avez pas d'uniforme. Et pourtant, même là, à près d'une centaine de kilomètres de la vallée du Nouvel Éden, vous êtes encore bien mieux équipé que la plupart des gens que vous voyez. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez donc les soldats qui sont juste ici, qui vont vous dévisager et qui attendent votre feu vert. L'officier qui est là, juste ici, qui est en charge donc de l'opération, attendait votre rapport pour pouvoir commencer à engager des négociations avec ceux de la forteresse qui se trouve devant vous. L'endroit est sécurisé, aucune menace identifiée à l'intérieur. Et vous vous attendiez à quoi? Et la voix, elle vient de ce personnage juste ici, au sommet de la guérite qui donne vers certainement l'intérieur du village, aux abords duquel se tient la maison. La fortification, elle est relativement bien élaborée, en fait, en majorité de bois, mais renforcée à pas mal d'endroits de pointes, certaines tachées de sang séché. Les hommes qui l'encadrent sont équipés de vieux fusils à un coup, de fusils semi-automatiques si vous préférez, et le tout passablement bien entretenu et avec une forme d'uniforme. C'est même étrange dans un secteur aussi éloigné. Vous, les récupérateurs qui
avez peut-être l'habitude d'explorer désormais autour du Nouvel-Éden, entre les bidonvilles, la forteresse, l'épave, que sais-je, des lieux où vous avez l'habitude d'aller désormais, c'est assez rare de croiser des gens qui ont un uniforme, ou plutôt une tenue semi-réglementaire. Et ils sont relativement propres. La communauté a l'air bien organisée. Il y a en même temps une jeune femme avec un fusil et il y a un homme avec un pistolet qui tiennent en joue les soldats qui vous accompagnent. Vos camarades, car ce sont bien cela, vos camarades, soldats de citadelle, ont quant à eux les armes baissées. Qu'est-ce que vous faites ? Alors c'est à Alors, vous, monsieur- les soldats de citadelle sont là pour vous soutenir, je le dis. C'est vous qui savez surtout la mission. Bon, je vais regarder l'homme ici, parce qu'après tout, c'est moi qui suis censé être le chef de cette expédition. Bien, bonjour monsieur, nous sommes juste venus ici pour une mission d'exploration et nous cherchons à prendre contact et à initier des relations diplomatiques avec différentes communautés. Pouvons-nous connaître votre nom ou au moins le nom de votre communauté, s'il vous plaît? Les hommes se regardent entre eux. Depuis quand le Nouvel-Éden est aussi poli ? On a plutôt entendu dire que les récupérateurs se servaient allègrement dans les réserves des communautés qu'ils rencontraient. Une nouvelle politique diplomatique a été choisie et nous cherchons donc à entretenir des rapports davantage axés sur la coopération et la cordialité, ainsi que sur le respect mutuel. Je me nomme d'ailleurs Jedediah. Puis-je connaître votre nom, monsieur? Je n'ai pas à vous le donner. Et je n'ai pas à vous laisser rentrer. Vous venez ici en armes. Vous venez ici passablement bien équipé. Vous venez ici avec un groupe de soldats. Et vous dites que vous venez en paix? Eh bien, vous savez très bien que les routes sont très dangereuses, nous avons une longue route à parcourir. Feriez-vous des dizaines de kilomètres sans armes, monsieur? Je ne pense pas que vous soyez assez stupide pour le faire. Donc vous m'avez l'air quelqu'un d'intelligent, et vous comprenez parfaitement la nécessité d'être précautionneux et donc d'être relativement équipé. Et pourquoi nous avoir choisi, nous? Nous sommes une communauté d'à peine quelques dizaines d'âmes. Qu'est-ce qu'on peut pas bien avoir d'intéressant pour vous? Est-ce que vous oseriez me dire exactement ce que vous venez chercher ici, récupérateur? Vous savez Bien. très bien ce que vous avez. Oh, oh, le grand Malabar qui essaye de parler. Intéressant. Voilà, on commence à vous taquiner déjà. Le masque se fissure. Le nouvel Éden n'est plus un havre de paix, un phare au milieu des ténèbres. C'est la menace maintenant. Au même titre que les ténébreux. Vous faites erreur, monsieur. Nous luttons contre les ténébreux et contre ces menaces. Votre communauté, nous ne l'avons pas choisi délibérément. Nous avons exploré en différentes directions. Et le hasard, peut-être le destin, ça dépend de ce que vous croyez, a fait que nos pas nous ont menés vers votre communauté. Ni plus ni moins. Et vous, grand guerrier à la hache, est-ce que vous corroborez les paroles de votre supérieur? S'il le dit. T'as quelle attitude quand tu réponds ça, Patch? Renfermé, froid. Patch n'aime déjà pas parler de base. Mais face au loupard de bas étage qu'il voit en face de lui, il prend vraiment un ton qui essaye de laisser passer le moins de choses possible. Il n'en a pas grand-chose à faire et ne comprend pas forcément à quoi ce que Jeredia cherche à faire, mais la seule chose qui l'importe pour le moment, c'est qu'il se trouve entre le fusil et son chef. Doc? Tu joues avec tes machettes, hein, je suppose, comme d'habitude?
Et moi, j'attends juste que ça se passe en soi. On est venu pour récupérer des technologies. Bon, pour l'instant, il y a eux qui sont sur notre trajet. Bah, j'attends de voir comment ça va évoluer. Si notre chef arrive à avoir une débouchée pacifique, tant mieux. Sinon, bon, on verra si on pourra sortir les flingues. Comme je l'ai dit, nous cherchons à établir des relations cordiales d'échange, de coopération et ouvrir des canaux diplomatiques avec différentes communautés. Alors, Serekai, donc, qui je rappelle est l'un des créateurs de cet univers, je vais te demander le premier jet de dés de cette campagne. Il me semble en plus d'autant plus approprié que ce soit toi qui ouvre le bal. Je vais te demander un jet de charisme. Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme compétences qui peuvent être liées à ce que tu veux faire. Là, tu essayes de désamorcer, si je comprends bien, la situation. Tu essayes vraiment d'apaiser les tensions, alors que tu es entouré de personnes qui n'ont pas l'air franchement amicales, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je vais essayer d'utiliser mon charisme et en plus ma prestance en étant relativement calme, posé, en faisant des petits gestes vers mes camarades pour leur dire de ne pas lever trop les armes, de ne pas trop jouer avec leurs armes. Et bien, dans ce cas, tu vas pouvoir me lancer un des 20, donc plus ta ça de charisme. Alors, je vais regarder cela de suite. Alors, J'ai 2 en charisme, t'as 2 en charisme, et combien as-tu en prestance, s'il te plaît? 2 de plus. Alors, donc ça fait un des 20 plus 4, s'il te plaît. Très bien. Oh, Serika, il nous ouvre le bal avec un jet de dés parfois excellent, car du fait de ton ton qui reste très calme malgré la tension dégagée certes par ceux qui t'entourent, bah, ça marche. Tu parviens à faire en sorte que déjà les miliciens déposent leurs armes, enfin les déposent, baissent leurs armes plutôt, pardonnez-moi pour ce lapsus, et tu obtiens déjà que la situation se détende suffisamment pour que les soldats de Citadelle reculent de quelques pas, dégageant le passage. Tu peux, si tu veux, t'approcher un peu. Eh bien, je vais m'approcher un petit peu, tout en étant toujours avec mon arme baissée, poli. Bien, monsieur, pourrais-je connaître votre prénom? Bah, tout, je ne vais pas vous appeler monsieur, ou je vais pas vous appeler de manière insultante ou grossière. Ou alors, si vous préférez utiliser votre titre ou votre grade, n'hésitez pas à me le communiquer. Appelez-moi capitaine. Et tu vois qu'il semble comment dire, se tenir en haute estime pour lui-même pour ce titre. Il se rengorge légèrement. Très bien, moi c'est capitaine. Et qu'est-ce que le Nouvel Éden a à nous, qu'est-ce que le Nouvel Éden nous demande exactement? C'est pas une demande, c'est plutôt un contrat. Nous comptons avoir des échanges commerciaux et diplomatiques, peut-être une représentation, peut-être une ambassade si vous le souhaitez, et au moins établir des caravanes. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce que vous pourriez nous donner? Eh bien. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner? Des générateurs d'énergie? De la nourriture? Quelles sont les propositions qui pourraient nous intéresser dans le Nouvel Éden? Eh bien, nous fournir peut-être nourriture, ressources en eau, énergie. Peut-être que nous pouvons connaître vos besoins pour vous faire des offres loyales et honnêtes. Et qu'est-ce que vous nous demanderiez en échange? C'est Eh ça bien, ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous nous demanderiez comme ressources? Nous n'avons pas de gens, nous n'avons pas d'usine. Qu'est-ce que vous attendez bien, de nous? pourquoi pas peut-être ce que vous devez offrir, armes, ressources. Que souhaiteriez-vous échanger? De quoi avez-vous besoin? Je suis sûr qu'il y a quelque chose dont vous avez un grand besoin. Une petite communauté comme celle-ci, qui arrive à survivre, a des talents, c'est indéniable. Mais pour survivre et prospérer, elle a forcément des besoins. Tu vois qu'ils se regardent les uns les autres. Et tu vois qu'il hésite
Et tu vois un garde qui se penche vers lui. Et l'officier qui est ici qui te dit au final: vous trois, entrez. Les soldats restent à l'extérieur. Ainsi de tête, j'ai dit aux soldats, messieurs, je vous demande s'il vous plaît de rester à l'extérieur et de ne pas prendre de mesures agressives. Nous essayons de revenir avant la... Il est quelle heure à peu près? En gros, tu estimes qu'il te faudrait que tu leur donnes, allez, 1 heure environ. Vous êtes environ 4-5 heures avant la tombée de la nuit. Donc je leur dis, nous essayons de revenir avant le coucher du soleil. Je me penche près de Jéréléa et je lui dis: chef, un soldat. Ce serait mieux. Je regarde mon camarade, je lui dis, vous êtes là pour ça justement. Allons, Patch, t'as pas confiance en nos capacités? Bien. Après tout, nous sommes chez eux, la moindre des politesses consiste quand même à s'essuyer les pieds et à ne pas brusquer notre hôte. Et donc, je vais baisser mon arme, la ranger, et puis je vais entrer. Tout en rappelant aux soldats, avec un petit geste, qu'ils ont des consignes à suivre. Hein. Ils savent très bien que si on ne revient pas, ils ont des protocoles à suivre. Ils repartiront. Très bien. Du coup, nous allons entrer. Oups, J'imite mon chef. Excusez-moi, mauvaise map. Hop là, pardon. J'imite mon chef, je rengaine aussi mes armes sans rien d'être menaçant. Pour l'instant. La communauté est un village qui s'est installé dans un village en grande partie détruit. Mais par contre, ce qui vous frappe dès l'instant, c'est l'odeur de ferraille et surtout l'odeur de métal, pardon, travaillé, chauffé, et une odeur d'essence. Lorsque vous allez un peu plus loin, vous entendez un vrombissement léger, comme si, c'est ça, il y a un moteur en marche qui s'éteint à votre arrivée, mais cette camionnette-là, en plein milieu des désolations, est en marche. Un vieux modèle pré-guerre qui fonctionne. Il y a pas mal de monde qui y travaille, même si, à votre arrivée, beaucoup s'empressent de prendre des armes, des pioches, des vieux fusils, des fourches même pour certains. Bref, Je fais juste un petit geste de salutation poli. et on te guide vers cette personne juste ici. Un homme vraisemblablement assez impotent, il faut le faire remarquer, qui semble particulièrement grassouillet et qui tient dans sa main un pistolet de façon pas très assurée et qui vous regarde arriver d'un œil semi-inquiet. Bien le bonjour monsieur. Je me présente. Gélédia, lieutenant Gélédia. Le corps Je des vous récupérateurs nous a enfin trouvés. En effet monsieur, pourrais-je savoir à qui ai-je l'honneur? Appelez-moi le commandant. Et tu vois Très bien, qu'il a commandant. effectivement bricolé une sorte d'uniforme avec une vieille veste, des morceaux de tissu collés ça et là. Et vous voyez juste ici un soldat, un autre survivant qui semble quant à lui tenir une sorte de fusil d'assaut bricolé et qui vient juste de le charger d'un coup. Sans le lever, sans être menaçant, mais bien pour vous faire comprendre. Le corps des récupérateurs nous a enfin trouvés. Et tu vois qu'il a un regard semi-inquiet vers derrière vous, vers le véhicule et étrangement vers les tas de métal que vous remarquez un peu partout. Qu'est-ce que vous faites, juste avant que Jédia continue de parler, qu'est-ce que vous faites, Patch et Doc, s'il vous plaît? Alors moi j'ai regardé instantanément l'entièreté de la scène. Je t'en ai regard notamment vers quelles sont les personnes avec des armes. Je vois un fusil, une espèce de tourelle, un espèce de fusil automatique qui se trouve derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui est en hauteur ou est-ce qu'il est juste posé Eh là bien, comme ça, même le sol?
Tu vois qu'il s'agit effectivement d'une sorte de petite guérite surrenforcée en hauteur, dirigée vers l'autre côté, où tu vois plus loin d'autres gens qui savent faire. Une sorte de toile de garde, t'en vois à plusieurs endroits, et tout équipé d'une mitrailleuse. Le campement est bien protégé. Quand on est protégé, essence, métal chauffé, peut-être forge. Les tas de métal qu'on voit, ça a l'air d'être des débris comme on peut trouver à ferraille ou c'est autre chose? Ce sont des débris, effectivement, mais le métal a l'air beaucoup plus travaillé que ce que vous pouvez trouver à ferraille. Ça a l'air également d'être un métal d'une qualité encore supérieure. Quand vous remarquez un peu, vous voyez, hein, il y a des bâtisses bricolées avec le métal. Il y a des bâtisses qu'ils ont fabriquées. Et bah, ça a l'air d'être des choses assez grandes, également fait d'un alliage que vous ne semblez pas connaître. Ah si, vous voyez l'épave? Bah pareil. Ah, Je vois. J'envoie juste un coup d'œil vers Jeredeya et je lui fais un petit mouvement de tête pour lui, pour lui, pour lui notifier d'essayer de regarder les petits tas et voir s'il a compris comme moi. quant à moi, je vais juste m'adosser contre l'armature en ferraille qui est là et puis justement continuer à surveiller un peu l'ensemble de la zone. Voir si jamais il y a des gens qui voudraient essayer de nous faire une entourloupette ou quoi. Eh bien, les gens sont tous relativement calmes, voire même extrêmement inquiets. Ceux qui ont des armes les empoignent, mais aucun ne lève la main. J'ai une petite question. Est-ce qu'on a juste parmi nos objets, genre une bouteille d'alcool, un truc pour servir de cadeau diplomatique Je pense que oui, bah, de toute façon, vous êtes des récupérateurs, c'est pas comme si vous suiviez les ordres militaires, donc que l'un de vous ait une bouteille de gnôle, j'ai rien contre. Par contre, je dis pas que c'est de la gnôle de qualité. Ça pourrait plutôt davantage ressembler à... Oh, je sais pas, un truc distillé à ferraille, planqué là où les autres ne peuvent pas le voir. D'accord, je vois le genre. Ah, je sais pas, t'as qu'à demander à Patch. Ou à Doc. Page doc, est-ce que vous avez quelque chose qui puisse être, comment dire, relativement poli à offrir? Au final, ne demande pas à Patch. Je sais ce qu'il va répondre. Après, tu sais, de mon côté, si tu veux du jus de chaussette, ouais, je peux essayer d'en proposer, mais pas sûr que ça plaise. Ne perdez pas votre temps à être poli, récupérateur. Cessez de tourner autour du pot. Nous sommes une Très toute bien. petite communauté. Le Nouvel Éden n'a rien à venir chercher ici. Pourtant, vous avez l'air d'avoir du métal de qualité, vous avez l'air d'avoir un endroit agréable avec de quoi survivre, même d'ailleurs de l'essence. Non, vous avez des choses à offrir et des choses à échanger. Et pourquoi est-ce que j'échangerais avec le Nouvel Éden? Pourquoi est-ce que j'échangerais avec une terre qui, maintenant qu'elle est surpeuplée, dévaste toutes les autres communautés survivantes? Eh Ne bien, faites nous pas, cherchons justement ne faites pas ne faites pas l'innocent. Ne faites pas celui qui n'est pas au courant. Combien de communautés vos récupérateurs ont-ils pillé avec leurs aéronefs de combat? Combien de gens vous avez tués? Commandant, nous mettons en place une nouvelle politique après avoir opéré des changements dans notre leadership et nous essayons justement d'avoir d'autres relations que celles basées uniquement sur la violence et l'exploitation. Voilà pourquoi nous cherchons à venir sincèrement auprès de vous et de votre communauté pour établir des relations sincères basées sur une coopération. À d'autres. Si nous cherchions, À si nous d'autres. cherchions vraiment de la violence, pensez-vous que nous sommes venus juste à trois et que nous avons accepté de parler? Si nous avons vraiment cherché à nous emparer de cette communauté, nous ne sommes pas juste venus à trois et en offrant des perspectives d'ouverture, monsieur. Je vais te demander un autre jet de dés. Ce coup-là, tu peux, si tu veux, rajouter une deuxième compétence à prestance. Est-ce que tu as quelque chose qui te semblerait plutôt adapté? Dis-moi. Psychologie ou baratin? Psychologie est excellent. Visiblement, ça peut marcher parce que tu vois qu'il est inquiet, qu'il est tendu. Tu peux peut-être essayer de jouer sur les mots et autres. Donc, psychologie, je suis parfaitement d'accord. Tu as combien en psychologie? 2. Ça va faire un des 20 plus 6, s'il te plaît. Allez. Aïe. Ça va passer tout juste.
C'était un jet de bas niveau. Car l'individu a peur, et tu le sens véritablement. L'endroit est bien protégé, mais face à des aéronefs, face aux récupérateurs, surtout vu la réputation que vous avez, c'est autre chose. Et c'est peut-être ça qui va le faire craquer. Il va te regarder, il va jeter un coup d'œil semi-tremblant. Tu vois que sa contenance, tu sais, il se donnait une contenance quand même pour essayer de t'impressionner, pour essayer de riposter verbalement. Mais dès l'instant où ta voix va commencer à aligner les autres, tu vas voir qu'il a envie de te croire justement, peut-être se soulager lui-même de ses craintes. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on vous remette notre métal? Non, pas que vous nous le remettiez, que vous l'échangiez. Je suppose que vous avez quelque chose que vous désirez, commandant. De l'eau, de la nourriture, des armes. Y a-t-il des choses dont votre communauté aurait besoin pour prospérer? Il soupire, et sous le regard noir de plusieurs de ces hommes, il va te répondre: ramenez-moi un générateur énergétique opérationnel. Ramenez-moi un générateur d'énergie. Et des moyens de maintenir l'éclairage ici la nuit. Je comprends effectivement pour la raison. Ramenez-moi de quoi nous protéger. Et dans ce cas, je vous dirai où nous avons trouvé ce métal et ce pétrole. Très bien, commandant, nous avons un accord. Puis-je connaître le nom de votre personne et de votre communauté pour que je puisse faire mon rapport auprès de mes supérieurs? Il te les donne, tant que cela est effectivement d'incidence. Eh ben, si tout est terminé, je dis, je vous remercie beaucoup, commandant. Nous n'avons pas davantage abusé de votre hospitalité, nous vous remercions beaucoup. Tu vois la tension qui le quitte lui, mais on voit la tension qui monte chez plusieurs de ces hommes. Néanmoins, il va lever la main, une main un peu boudinée, pour empêcher quoi que ce soit. Et vous allez pouvoir quitter le village sans coup férir. En vous voyant sortir, tu tapez déjà, quand vous ressortez, vous vous rendez compte qu'il ne reste plus qu'un seul soldat dehors. Les autres sont déjà tous partis. Eh bien, nous partons tranquillement, sans faire d'histoire, sans faire de vagues. Le soldat va vous guider sur le chemin du retour jusqu'à environ 1 km de marche. Et c'est là, un peu plus loin, que vous allez retrouver donc le gros du groupe à côté de l'aéronef qui vous a conduit ici à près d'une centaine de kilomètres du Nouvel-Éden. Les réacteurs sont déjà en train de chauffer, de se préparer au décollage. Néanmoins, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que ils sont pas seuls. Il y a quelqu'un avec eux, un homme dont on ne saurait définir l'âge, complètement hirsute, tant en termes de cheveux qu'en termes de barbe, et qui se débat violemment dans les bras du sergent de l'équipe. Et qui vous regarde arriver, l'air particulièrement, comment je pourrais dire ça, agacé. Sergent, au rapport, que se passe-t-il? Lieutenant, je suppose que tout s'est bien passé? Oui. Eh ben, vous allez pouvoir maintenant me dire ce que je dois faire de cet énergumène. On l'a chopé un peu plus loin, il a couru vers nous pour réclamer à manger et de l'eau. Je sais pas ce qu'il veut, mais quand on lui a demandé ce qu'il faisait là, il nous a limite agressé. Il a de la chance de se passer de prendre une balle. Je le regarde, je fais juste un tout petit verre, parce que j'ai pas vraiment à bouffer dessus. Je dis, bon, maintenant, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire au moins votre nom, est-ce que vous voulez? Elle arrive. Il arrive. Qui arrive? Le ciel rouge. La tempête rouge. Elle arrive. Elle ensevelit tout. Elle cache le soleil. Elle vient du nord. Et elle arrive. S'il vous plaît, vous m'emmenez à un endroit où je vais pouvoir survivre. S'il vous plaît. Il a l'air de savoir des choses. Peut-être que ça pourrait être bien de l'interroger quand il sera à l'abri et moins en état de stress. Au pire, on peut le prendre,
vous le surveillez étroitement. Vous l'avez fouillé, je suppose. Il n'a rien Sinon, sur... chef. Il n'a rien sur lui, monsieur. C'est-à-dire Sinon, qu'on chef, Oui. on fait ce qu'il demande. On l'emmène dans un endroit plus sûr. Et je me mets à serrer ma hache un peu plus fort. Non, je regarde, je regarde, je dis certainement pas. Après, chef, Certainement vous pas. êtes sûr qu'il a toute sa tête? Regardez-le. Ça se trouve, il a pris un coup de soleil, il est complètement hébété. Pourtant, il a l'air quand même d'avoir une idée fixe et quelque chose. Peut-être qu'il est fou, mais en tout cas, il craint quelque chose. Et s'il craint quelque chose, c'est que peut-être qu'il a une raison d'avoir une crainte. Et puis vous pensez vraiment qu'une personne arriverait à être aussi âgée si elle n'avait pas au minimum un peu de cervelle et quelque chose? Ou alors, elle peut avoir une veine de cocu. Hein. Dans ce cas-là, j'ai Oh, pas envie non plus de brouiller quelqu'un qui a une veine de cocu. oh, il mange pas que des animaux, si tu vois ce que je veux dire. C'est En une tout cas, possibilité, ça. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, donc on l'emmène, vous gardez sous surveillance, on fait un rapport. Et on laissera les autres au-dessus décider, d'accord? Vous voulez qu'on l'emmène au Nouvel-Éden? Pas directement à l'intérieur, on pourra au moins le sécuriser à l'extérieur. Je rappelle qu'on a des protocoles pour ça. Chef, il y a déjà trop de monde. On va pas en ramener un qui dit n'importe quoi. J'ai pas dit qu'on allait le Enfin, garder après. j'ai pas besoin de vous raconter. Vous avez vu l'état des bidonvilles autour du Nouvel-Éden. Je sais, je sais. L'homme écoutez. s'évanouit. Ah bah voilà, tu vois. Bon, Vous voulez vraiment écoutez, ramener ce poids mort prend. là, au Nouvel-Éden? On le dépose quelque part alors. Ou alors je regarde l'autre milicien qui nous accompagnait, je lui dis au pire, est-ce qu'on peut pas le garder pour l'instant? Alors, les hommes, ils repartent avec vous, les soldats. Hein. Ok, bon Vous êtes pas au Nouvel-Éden, vous êtes à vous êtes à une centaine de kilomètres. Je Les gars, sais. ils repartent avec vous. Hein. Bon bah qu'est-ce qu'on en fait sinon? Il parle d'une tempête rouge, d'une menace du Nord. T'as dit encore des conneries. C'est encore un qui se détruit le foie, le vin de palme, là, la bêtise là, mais laissez, chef. On lui abrège ses souffrances une bonne fois pour toutes. De toute façon, Bon, vous savez comment ils sont. t'embête pas à lui abréger les souffrances, hein, le désert fera le reste, hein, laisse-le là, ça sert à rien. Mais mettez-le à l'ombre alors, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vraiment un ordre, chef? Mettez-le juste à l'ombre et on repart. Ok, chef. Les gardes Et de puis citadelle, les gardes de citadelle te regardent étrangement, mais ils le font. Et Ils on ont repart. trop, voilà. Le pilote se retourne vers toi, donc Jedediah, et te demande et te lève le pouce vers le haut d'un acier négatif en mode on y va. Je lui réponds avec le pouce levé, on y va. À vos ordres, on décolle. Vous allez désormais pouvoir profiter d'un voyage de retour. Vous estimez qu'à la vitesse où il va, il faudra à peine aller une demi-heure. Le soleil, cependant, commence un peu à décliner, plus vite que d'ordinaire sur la région, ce qui peut arriver de temps en temps. Il semble que ces planètes, ces fois, soient des journées un peu plus rapides. Et vous prenez la route. Les désolations, cette terre à l'ouest du Nouvel-Éden, sont remplies de centaines de ruines, de petits villages, de villes à demi détruites. Que ce soit par des bombardements nucléaires ou par la ruine elle-même qui a provoqué l'apocalypse sur ce monde dévasté. Votre appareil vole au-dessus des nuages assez doucement pour économiser le carburant. Et c'est pour cela également que le pilote vous dit que vous aurez du retard. Néanmoins, les capteurs de l'appareil, au fur et à mesure que vous vous élevez, semblent discerner quelque chose au bord de son radar, vers le nord. Le pilote te prévient, Jedediah, ainsi que le sergent des soldats de citadelle, dont il dépend davantage, et vous demande s'il doit faire un détour. Vous avez assez en théorie de carburant pour ça, ou est-ce qu'il vaut mieux rentrer directement? Non, non, rentrons directement. Attendez, c'est quoi le blip, chef? Il y a apparemment quelque chose au nord, quelque chose qui a été repéré, à la bordure de nos appareils.
Et c'est quoi qu'on a repéré? C'est une signature énergétique? C'est un écho aérien? C'est quoi? Parce que ça vaut quand Conditions même le détour, hein. atmosphériques. Qu'on s'en Conditions, fout. conditions atmosphériques en mouvement. Bah, justement, si c'est une Oh, tempête ou quelque chose, on essaye ouais, d'éviter. Je rappelle qu'on a une mission. Notre mission, c'est de faire un rapport à cette communauté et de revenir. Point final. Oui, bah au ouais, contraire, non, on je dis rentre pas au le plus contraire. vite. Tempête de sable, j'ai pas envie d'être pris dedans. Allez, on remballe. Voilà. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, je le consigne dans le rapport que je suis en train d'écrire, de toute façon. Le pilote infléchit légèrement sa course pour passer au-dessus d'une montagne, et c'est pourquoi, avec la décision que tu viens de prendre, vous n'allez en voir qu'une partie. Alors que vous passez au-dessus de la montagne, loin en dessous, vous voyez ceci. Un mur rouge de vent et de poussière, très lointain, à des centaines de kilomètres de là, qui avance. Vous ne le voyez que de très loin, et pourtant, vous sentez d'ici l'anormalité de ceci. Une gigantesque tempête, qui ne semble pas avancer très vite, et qui pourtant est là. Eh ben putain, je m'en couperais une couille, il avait raison, le vieux fou. Jeff, c'est Oui. quoi ça? C'était connu? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça devra faire l'objet d'une enquête. Vous êtes tous témoins, on n'a pas la berlue, on voit bien la même chose. Hein. Ouais, Bon, ça pue cette histoire. bien d'accord avec vous. Qu'est-ce que je fais, chef? On- La nuit tombe. Justement, la nuit tombe, on rentre au Nouvel-Éden. On pourra rien faire et explorer durant la nuit. Vous me les prévenir et qu'ils préparent une nouvelle expédition le plus vite possible. Les vents ont l'air très faibles, la tempête a l'air de bouger extrêmement lentement. Justement. Il y en a encore Il- pour un peu de temps avant qu'elle arrive. Eh ben, dès Mais demain matin. et le on pilote te dit, monsieur, elle est énorme. Je sais. Et il faut qu'ils soient prévenus. Si on crève comme des idiots parce qu'il y a un problème, ils seront jamais au courant. Il faut qu'ils sachent. Et je vois pas ce que tu veux qu'on fasse de plus dans le coin. C'est pas avec tes réacteurs que tu vas la souffler dans l'autre sens, hein. Donc bon, rentrons. Le pilote remet immédiatement le cap sur le Nouvel-Éden, décidant de couper au plus court. Et c'est pourquoi lorsque vous arrivez, la nuit vient à peine de tomber. C'est toujours impressionnant de rentrer au Nouvel-Éden de nuit. Toujours. La taille du bidonville est devenue absolument gigantesque. Le bidonville, il y a désormais des dizaines et des dizaines de milliers de personnes tout autour qui attendent de franchir les portes. On voit de loin, juste ici, les lampes et les projecteurs des gardes frontières, des patrouilles. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous sentez en regardant ces gens qui attendent de rejoindre cet écrin de protection dans l'univers dans lequel vous vivez, cet écrin peut-être de confort, de sécurité au sein d'un monde bouleversé. Ces gens, ils attendent de rentrer dans le Nouvel Éden, dans la vallée. Et c'est votre groupe, les récupérateurs, qui les en empêchez à l'heure actuelle. Comment vous vous sentez, dites-moi, avec ça? Comment vous vous sentez quand vous regardez ces gens qui espèrent avoir les mêmes droits que vous? Mal à l'aise. Mais bon, on peut pas non plus accueillir toute la misère possible, hein, d'où l'importance de sécuriser le plus de choses possible pour leur offrir un meilleur avenir. Personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. On peut pas accueillir toute la misère du monde, comme vous dites, chef. De toute façon, on a déjà nos problèmes à régler en intérieur. Les dirigeants sont déjà trop gentils. À leur place, je les aurais déjà tous virés.
On a déjà plus de place. Pourquoi se mettre devant en espérant que soudainement il y ait de place pour eux? Ridicule. Des cafards. Ouais, mais c'est pour notre image, tu sais. On peut pas se permettre de les chasser à coups de pompe ou en leur tirant en dedans, quoi. Si c'est pour que toutes ces communautés se liguent contre nous, après c'est trop la merde. On leur laisse leurs faux espoirs et puis bon, la sélection naturelle fera le reste. Est-ce qu'un jour on pourra étendre le nouvel Éden? Mais bon, pas pour tout de suite, hein. Ouais, mais c'est le problème des cafards. Ça te met toujours du temps à crever, ces trucs-là. Et ça se reproduit vite. Bien dit, chef. On a l'autorisation d'entrer dans la vallée. Je viens de confirmer que tout allait bien, monsieur. Très bien. Bon travail. Vous vous apprêtez à entrer. Et ça arrive d'un seul coup. D'un seul coup. Sans coup férir. D'un seul coup. Oh. Bon, le nouvel Eden a l'air de tenir, tant pis pour le bidonville, mais... Le bidonville Ah. vient de totalement s'éteindre. Et d'un seul coup, alors que pourtant vous vous trouvez à une énorme altitude, vous entendez les hurlements qui montent d'un seul coup. Bouche les oreilles. Ouais. Que Dieu ait pitié de leur âme. Dieu est mort. Dommage pour eux. Il en reste. Qu'est-ce que je fais, chef? Je descends? Oh. Je fais Non, quoi? on rentre au nouvel Éden. On rentre au nouvel Éden. On a un ordre et une mission. On a des informations importantes à leur donner. Monsieur, là-bas! Et il y en a un, tu vois, un des soldats qui est avec vous, qui tend le regard, enfin qui tend le doigt, vers une lumière qui est apparue. Vous êtes des 13 récupérateurs! C'est l'un des nôtres. Là, par contre, on n'abandonne pas l'un des nôtres. Enfin, Le chef. protocole. Non. Observez rapidement. Faites un survol. Est-ce que je descends? Chef, on descend. On va pas Oui. laisser les nôtres dans ce bordel. On suit le protocole, on descend et on fait un survol. L'appareil commence à descendre en piqué, de plus en plus vite. Et vous ne voyez quasiment rien au sol. Vous entendez juste des hurlements de peur, des hurlements de douleur et des détonations qui commencent à arriver à droite à gauche. Et ces cons de cafards vont se mettre à tirer sur tout ce qu'ils voient. Putain. Faites gaffe à pas vous prendre une balle perdue, les gars. On récupère les notes si on peut et après on retourne immédiatement à l'intérieur. Chef, on va pas les laisser au milieu de tout ça. On fait un survol, on voit si on peut récupérer nos gars. Et si on peut les récupérer, on les prend. Si on peut pas, on rentre. Pour aller récupérer, chef, cet aéronef, il a des armes, non? Si jamais il y a les cafards qui font chier, on tire dans le tas. De toute façon, On fait dans un le noir. survol et on voit la session pour nos gars. Mais je veux avoir un visuel. Je veux qu'on voit nos gars. Chef, on voit rien. Vous vous rapprochez et lorsque vous vous approchez suffisamment, votre aéronef allume ses projecteurs. Et vous remarquez sur un toit quelques récupérateurs qui sont en train de lâcher des tirs et des détonations dans le noir en direction de silhouettes sombres qui courent un peu partout en dessous et déjà des cadavres au sol. Envoyez-leur une échelle, envoyez-leur une corde, faites-les monter. On n'a pas de quoi, monsieur. Il va falloir se poser. On se mettant au moins sur place. Ouais, En mais sur faut pas place, stationner, ouvrez hein. la porte et dites-leur de monter vite. Et couvrez-les. Je dégaine mes armes.
Par contre, dites-leur qu'ils ont pas intérêt à merder, qu'ils ont pas intérêt à rater leur saut. Hein. Parce que s'ils tombent, ils sont foutus. Les récupérateurs se précipitent dans votre direction aussi vite qu'ils le peuvent. Et là, vous voyez des gens qui commencent à monter. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tirez tout de suite ou pas? Go, 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 vite, vite, vite. Montez vite. Il y a que eux qui montent, que nos récupérateurs. Et après, foutez le camp, pilote. Si jamais je vois des gars armés se ramener, je tire direct. Je cherche même pas à Oui. réfléchir. La première personne que... Alors, il y a une personne qui monte. Est-ce que l'un de vous tire en tir réflexe ou est-ce qu'il attend de voir? Vous me le dites maintenant, pas le temps de réfléchir. C'est Rikai. Il y a un coup de hache. Non, alors t'es pas descendu, là, il est de l'autre côté du truc. Je demande Non, à si distance, tire- en gros. Moi, je tire pas et genre, je fais signe aux réparateurs de venir. Et je dis, moi, je ne tire pas. C'est un gamin. On fout. Attendez-moi, attendez-moi! Non, Et non, vous- non, non. Vous voyez Ne toujours prenez- on plus prend personne. On n'a pas assez de place pour tout le monde. les Je dis aux récupérateurs réparateurs de courent venir. et vous voyez deux d'entre eux qui se retournent, armes en joue. Oui, Perdez venir, pas de sinon, temps, on les part gars! sans vous. Ramenez-vous! Perdez pas de temps! Et dès Et vous- qu'ils sont, dès qu'ils sont à bord, je dis au pilote, on n'attend même pas de fermer la porte, hein, on dégage, on dégage. Hein. Oh, les mecs qui sont armés, je vous refais direct. Les premières détonations vont retentir, alors que déjà des gens tentent de monter à bord, tentent de vous retenir. Des tirs fusent et ricochent contre la carlingue de l'aéronef. On dégage, on dégage. Attendez-nous, nous laissez pas là! Nous laissez pas là! Il y a de la suppression. Les soldats tirent pour tuer. On tire. Je te On le n'a dis, pas assez de place à bord. les soldats tireront pour tuer. Ok. J'annule pas d'ordre, je leur dis de tirer pour qu'on couvre la fuite. Les soldats montent à bord, les récupérateurs, et un déluge de projectiles s'abat sur les hommes, les femmes, les gosses, tous ceux qui essayaient de monter, et vous voyez de nombreux corps qui tombent. Et les cris d'horreur ne cessent de monter. Et les détonations ne cessent de s'amplifier partout, absolument partout. Car alors que vous partez, en dessous c'est l'enfer. Le vaisseau s'élève et alors qu'il fonce, il prend l'altitude pour passer les montagnes qui entourent le Nouvel Éden. Des flammes commencent à s'élever comme vous le voyez et il y a des tirs de mitrailleuses, des tirs d'armes lourdes qui commencent à tout percer petit à petit. Les quelques stations de défense récupérateurs qui sont dans le secteur et d'autres positions fortifiées ouvrent le feu. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a des tirs qui leur répondent. Les récupérateurs tirent sur les civils pour garder leurs enclaves intactes. Les hurlements deviennent insupportables. Et c'est alors que vous montez, que vous avez presque franchi le point de non-retour pour pénétrer dans la vallée, que d'un seul coup, les lumières se réactivent. Et lorsque l'aéronef passe, la tension a l'air de diminuer, les tirs ont l'air de cesser. Le Nouvel Éden semble de l'autre côté parfaitement calme, et pourtant là aussi vous voyez des lumières qui clignotent, se rallument. Que s'est-il passé? Car si vous questionnez les récupérateurs que vous avez pris à bord, rien n'avait été prévu. Les récupérateurs eux-mêmes n'avaient plus d'énergie. Venir. L'électricité semble être revenue, et la lumière semble avoir repeuplé l'ensemble de la vallée et du bidonville extérieur. Mais combien de vies cela aura coûté? Est-ce que seulement il y a eu un seul ténébreux dans le bidonville ces soirs-là? Sur qui avez-vous tiré?
bienvenue dans l'Apocalypse. Près de 24 heures après la désolation qui s'est emparée d'une grande partie du bidonville extérieur, d'une partie de la vallée même du Nouvel-Éden, que des centaines de personnes ont été tuées, broyées, blessées, par la cohue et la panique, par les armes à feu et la répression, par la légitime défense ou par l'agression. 2 personnes marchent dans un couloir sombre, sous peut-être l'un des endroits les plus sécurisés de ce monde. Jacob, Oui. Jacob, tu es accompagné d'un individu que tu connais bien, puisqu'il s'agit de l'une des personnes à qui tu délègues le plus de tâches. Tu connais pas son nom de famille de toute façon, mais tu sais qu'il s'appelle Tony. C'est le chef d'Arenco et de toutes les industries qui y font profiter, notamment le Nouvel-Éden, de produits manufacturés ou d'autres types de soutien. Tu es là parce que tu souhaites rencontrer le commandeur, l'autre dirigeant du Nouvel-Éden avec toi. Toi, tu es le gouverneur, tu es le maître de la vallée. Et pourtant, on pourrait dire que le maître de la vallée doit certainement se trouver dans des endroits plutôt luxueux, avec nombre de serviteurs, nombre de gardes du corps, des éclairages foisonnants. Et là, tu es dans un bâtiment fort sombre, quand même il y a des éclairages habituels, et tu es au plus profond du dôme de lumière, dans un endroit où tu n'es, pour ainsi dire, jamais allé. Un peu plus loin devant toi, 2 gardes du dôme, très lourdement armés, braquent leurs armes dans ta direction lorsque tu arrives. Messieurs, Te reconnaissant immédiatement, les 2 gardes du dôme, qui je rappelle appartiennent un peu à un corps d'élite au sein de la vallée, plaquent leurs armes immédiatement en position de garde à vous. je fais un Gouverneur, petit signe de tête. Je fais un petit signe de tête en réponse. Je suis attendu. Puis-je entrer? excusez-moi, gouverneur. Le garde prend sa radio. Commandeur, le gouverneur Jacob est présent. Il demande à entrer. Il entre. Et au moment où Il Tony entre. s'apprête à t'accompagner, tu as le garde par contre qui s'interpose. Uniquement vous, gouverneur. J'ai un petit échange de regards. Puis je fais un signe d'acquiescement envers Tony. Tony, quant à lui, qui a l'habitude, puisque tu as souvent la tendance à le... Je ne sais pas si c'est vraiment pour le protéger, mais tendance à l'exclure de ce genre de traitement que tu as avec le gouverneur. Il a l'habitude, il va sans rien dire s'adosser à un mur en attendant que tu aies fini avec ton homologue. Et il s'en retourne préparer, donc adossé contre le mur, la réunion de tout à l'heure. Tu sens par contre, Jacob, les 2 gardes particulièrement tendus. Pas à ton encontre, parce qu'ils ne te regardent pas stressé. Ils regardent la porte de façon stressée. Ouais, on va dire ils sont à peu près dans le même état d'esprit que moi. Tu remarques également une chose au moment-là, c'est que c'est eux qui déverrouillent la porte de l'extérieur. Ça me fait un peu froncer les sourcils, mais bon. Merci, messieurs. Et puis je vais attendre que la porte s'ouvre. Tu peux entrer. En passant le seuil de la porte, je fais un
Tu Je franchis, regarde. tu franchis la porte et tu t'aperçois que c'est une très grande salle, quasi vide, hormis 4 projecteurs et quelque chose au milieu, chose de très grand. Ton regard entraîné l'identifie immédiatement comme un homme ghoul, enchaîné à une chaise, censée être de soins. Je dis bien censée, car normalement elle n'est pas autant recouverte de sorts. J'ai tu sais, un léger mouvement de recul, quand même, parce que je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. Puis après, je repère les autres individus qui entourent l'homme ghoul, et bon, j'essaye de reprendre un peu contenance. Et je pense que je reconnais parmi l'assistance le commandeur. Commandeur Bonsoir, Ed. Jacob. Voilà. Bonsoir, commandeur. Je vous interromps en pleine occupation. Un interrogatoire qui est en cours avec cette Gaule. Pour, eh bien, vous savez très bien qu'elles sont dangereuses et savoir quoi leur sujet et notamment sur ce qui se passe à la fois, c'est toujours intéressant. Vous les soupçonnez d'y être pour quelque chose? À ce qui se passe en ce moment? C'est tout à fait possible, même si je ne suis pas totalement affirmatif là-dessus. Je m'avance un petit peu. Mais qu'ils soient responsables ou non, il est toujours bon de savoir le plus de choses sur eux. Qui sait quand est-ce qu'ils essaieront de nous renvahir? Vous savez d'où il vient? De la fosse. Il a été capturé il y a peu par une équipe du Dôme. Vous ne pensez pas que ça risque de... Je sais qu'on n'a plus de contact avec eux depuis un certain temps, mais les derniers étaient plutôt bons. Vous n'avez pas peur que ça détériore nos relations? Si ça s'apprend? Eh bien, c'est fort probable, mais vous devez le savoir que les Gauls peuvent être contrôlés mentalement. Qui sait quand est-ce que l'un d'entre eux reprendra le contrôle comme le précédent et décidera à nouveau de nous envahir. Ce n'est pas une espèce qu'on peut permettre de continuer d'exister. Il est bon de prévoir à l'avance. Malheureusement, ce qui vient de se passer risque de compliquer bien les tâches. J'espérais qu'avec les maintenances terminées et la situation plus ou moins stabilisée, nous pourrions bientôt lancer une opération pour les éliminer. Mais ça risque d'être compromis. Très largement dès aujourd'hui. Avant de venir, moi et Tony avons donné des directives au sein d'Arenco. Nous avons stoppé certaines lignes de production pour sécuriser les plus importantes. Cela remet en question de nombreuses opérations en préparation. Je ne vois aucun problème à ça. Vous avez toujours été très compétent, je vous fais confiance. Ouais, Alors. mais au bout d'un moment, même la compétence a ses limites. Là, c'est limite de la magie qu'il nous faudrait. Ed, juste à côté de toi, il y a un scientifique. Alors toi, tu l'appelles juste le fou avec ton petit air un peu pas supérieur, mais tu l'appelles juste le fou. C'est un scientifique un peu renégat du Dôme, mais que tu as gardé à ton service parce qu'il est extrêmement intéressé par les hommes ghouls. Notamment parce qu'il apprécie fortement de les analyser. Au-delà du ce que c'est rigolo aussi. D'ailleurs, tu sais qu'il t'a expressément demandé, une fois que tu auras fini avec cet homme ghoul, de le lui remettre. Et alors qu'il est en train de s'acharner sur son pistolet à seringue, visiblement un défaut, il se retourne vers toi au moment où tu dis qu'effectivement les ghouls peuvent être contrôlés, et le temps que vous étiez pour votre conversion, il trépigne. Ah mais bon messieurs, je puis vous assurer d'une chose, depuis la disparition du Seigneur, les hommes ghouls ont
perdu toute capacité à contrôler les ténébreux et leur horde. En tout cas, l'interrogatoire de celui-ci n'a fait que le confirmer. Je ne parlais pas de leur capacité à contrôler les ténébreux, mais plutôt que d'autres ghouls puissent les contrôler. Eux, comme ça avait été le cas avec le Seigneur. Commandeur est un homme prudent. L'homme ghoul, il est inconscient pour l'instant. Malgré cela, vous avez toujours 2 soldats qui braquent en permanence leurs armes sur lui. Et que voulez-vous donc que je fasse de lui, commandeur? Continuez l'interrogatoire, savoir tout ce qu'on peut savoir sur la fosse. Leur campement? Et leur campement, leurs informations, leurs troupes, leur nombre, leurs contacts, tout ce que vous pouvez savoir, tout ce qui peut être intéressant. Et une fois que vous aurez tout découvert, eh bien, si vous pouvez trouver un moyen de les neutraliser de manière plus efficace, qui sait? Avec plaisir, mais n'hésitez pas à m'envoyer le docteur Heinz dans ce cas. Lorsqu'il sera de retour, il me semble que vous l'avez envoyé en mission. Je sais qu'il ne m'apprécie pas, mais je serais heureux de pouvoir retravailler avec lui. Je le regarde et je fais oui, effectivement. Gouverneur, Oui, commandeur. je te tends un bout de papier. Je le saisis et le déplie en me tournant un petit peu le dos aux fous et aux soldats. Pour pouvoir le lire plus discrètement. Je te laisse, potentiellement, si tu le souhaites, Véli, expliquer ce qu'il y a sur ce morceau de papier. Sur ce papier se trouvent des informations suspectes et très intéressantes. Notamment dû au moment où j'ai reçu ces informations. Ce qui m'a beaucoup interpellé. J'en partage donc avec le gouverneur Jacob, Alors- qui est actuellement en train de lire ceci. Ouais, je suis en train de lire et tu sais, il y a mes lèvres qui bougent légèrement alors que je poursuis ma lecture et j'ai les sourcils qui se froncent petit à petit. Souhaites-tu peut-être que je lise rapidement, ou que plutôt je résume? Non, justement. Ah. Et non. Très bien, je resterai donc dans le silence complet rapport à cette missive. Tu sais, je fronce un peu les sourcils, mes doigts se crispent un peu autour du papier. Même si ça ne donne pas de conclusion hâtive, j'avouerai que je n'apprécie pas trop la direction que ça prend. J'ai déjà pris quelques mesures que je vous détaillerai après la réunion. Mais rien de drastique. Pour l'instant, j'ai laissé couler en entendant votre avis ainsi que, eh bien, de voir comment cela se passe. On a toujours reçu... Tu sais, là, je baisse vraiment le volume et je tourne le dos aux autres pour qu'elles aident. On a toujours réussi à s'en sortir. On n'a jamais opéré d'une façon différente. On va pas commencer maintenant à prendre des mesures encore plus drastiques. Je ne suis pas sûr que les gens l'accepteraient. Je ne suis pas sûr qu'on garderait le contrôle de la situation. Je sais. Surtout avec ce qui vient de se passer. Je vais plier le papier, le mettre dans une de mes poches. Je précise, gouverneur, qu'il s'agit évidemment d'une copie. J'acquiesce du chef. Bien. Au moment que vous avez quelque chose à me dire avant la réunion, je propose que nous nous y rendions et que nous rejoignions
Non, non, Le... on a au contraire de nombreux sujets à aborder. Allons-y, allons-y. Messieurs, remonter dans la salle de réunion ne va pas être très compliqué. Vous vous rendez dans la partie du dôme de lumière qui est réservée intégralement au commandeur. Une tour à l'écart des bâtiments d'habitation principaux, au cœur de la zone la plus sécurisée, gardée par des dizaines de soldats du dôme, ainsi que certains de vos derniers androïdes de combat. Vous prenez un ascenseur, vous montez jusqu'au plus haut niveau de la tour, et vous vous rendez dans une salle de réunion très sobre, étonnamment. Fort sinistre est cette salle de réunion. Elle est certes ouverte sur le soleil clément du jour, qui, quoi qu'il en soit, est rassurant pour quiconque. Il y a quelques personnes qui vous attendent, 4 notamment. Tony vous a rejoint avec son air décontracté habituel, mais à la table de réunion se trouvent 2 autres personnes. L'une d'entre elles, habillée très sobrement, est en train de finir de huiler avec des mains habiles et précises un fusil en très bon état. Ses vêtements sont poussiéreux, très poussiéreux, et particulièrement abîmés, certainement par des heures et des heures de marche dans les terres désolées. Le commandant des récupérateurs se... Tiens, dis-moi, cher commandant des récupérateurs, dis-moi, est-ce que tu te lèves à leur entrée, Danny? Est-ce que tu les salues ou est-ce que tu les ignores? Ou plutôt, est-ce que tu leur fais simplement signe de tête? Comment tu te comportes avec eux? J'interromps à leur entrée, j'interromps ce que je suis en train de faire. Je tourne mon regard vers eux et sans me lever, je leur fais un signe de tête, un hochement, en signe de respect. À tes côtés, quelqu'un de beaucoup plus équipé, habillé comme tout soldat professionnel qui se respecte, le commandant des troupes de Citadelle. Tiens, dis-moi Lark, comment réagis-tu à ton tour? Je me lève et je salue le commandeur. Comme tout soldat qui se respecte. Je salue en retour, évidemment. Il y a 2 autres personnes dans la pièce. L'une d'entre elles est plutôt bien connue des personnes dans la pièce, juste ici. Victor est un élément très important des corps scientifiques et technologiques du Dôme. C'est également, comme certains le disent, peut-être l'un des responsables de l'espionnage. Il a énormément de casquettes, quand bien même il ne fait que soutenir, en théorie, tous les corps différents du Dôme. Il est en retrait, et c'est peut-être l'individu le plus calme de la pièce. À ses côtés, un individu qui est peut-être beaucoup plus tendu, et qui est tout le temps en train de feuilleter une énorme liasse de documents. Yuzin, comment est-ce que tu vas réagir, toi, à l'entrée des 2 personnes les plus importantes de la vallée? Je lève la tête rapidement, leur fais un salut de mon rang, je les salue comme je peux et je retourne feuilleter mes documents. Donc je précise qu'à côté de toi, Yuzin, il y a un tableau où il y a des équations dans tous les sens. Il y a des calculs dans tous les sens, et rien qu'à les regarder, Jacob et Ed, vous avez déjà mal à la tête. Messieurs, il y a 2 sièges de libre pour vous. Je vous laisse vous y rendre. À moins que vous ayez quelque chose peut-être à dire, alors que... Moi, c'était pas de salut militaire, mais par contre, aussi bien à Danny, Lark, Victor et Usine, à chaque fois quand on échangeait le regard, je faisais toujours un petit signe de tête pour les saluer. Très bien. Messieurs, à moins que l'un de vous souhaite commencer cette réunion par peut-être quelque chose de protocolaire, eh bien, il me semble pas que vous ayez l'habitude de vous embarrasser de formules inutiles. Qui ouvrira donc cette réunion? Bien. Usine, Oui. quel est le problème? J'ai plusieurs nouvelles à vous annoncer. Premièrement,
générateur de la vieille ville est en mauvais état. Il va falloir de lourdes réparations qui pourraient durer jusqu'à une semaine avec une désactivation complète. Sinon, je peux le faire fonctionner de manière continue, mais je risquerais de réduire sa puissance de manière indéterminée et prolongée. J'ai aussi eu une communication avec le Dr Heinz par rapport à la tempête. Est-ce que vous voulez que je continue dessus maintenant ou est-ce que vous voulez... Enfin, est-ce que vous voulez que je continue dessus maintenant? J'ai quelques questions, usine. En très mauvais état. C'était probablement l'installation qui était celle qui tenait le mieux le coup par rapport à l'usure du temps. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas, j'ai quelques équipes qui travaillent dessus pour pouvoir savoir d'où ça vient et comment le réparer. Nous avons quelques hypothèses. C'est Victor qui intervient. Nous avons quelques hypothèses que mon estimé collègue est peut-être trop modeste pour dire, alors qu'il il en est le premier mentionné. Il est trop sollicité. C'est peut-être le plus solide. Enfin, c'était peut-être le plus solide. Mais c'est également celui qui est le moins à même de traiter de fortes quantités de puissance. Il a été à l'arrêt pendant extrêmement longtemps. Il est trop sollicité. Il est passé en surchauffe. Les équipes ont réussi à le désactiver à temps. Ils ont été obligés de le désactiver, seulement le temps de mettre en place les contre-mesures. Cela a pris très exactement 8 minutes et 45 secondes. Trop sollicité, et ce n'est que maintenant qu'on s'en rend compte? Il n'y a eu aucune alerte, aucun signe avant-coureur? Pas véritablement. En tout cas, peut-être que mon estimé... Vas-y, reprends ta question, je t'en prie. Non, mais je l'interromps. En fait, vous savez quand même que cela, de loin, ça ressemble plus à du sabotage. Que ce soit intentionnel ou par incompétence. D'après les premières estimations, ce n'est pas dû à du sabotage. Gouverneur, si vous le permettez, Danny va à ce moment-là lever sa main pour attirer l'attention de tout le monde. J'ai moi-même demandé un rapport à mes récupérateurs sur le terrain et à ceux en charge de la base. Ils n'ont noté aucune activité suspecte ou aucune brèche dans le périmètre de sécurité de la base. C'est fort peu probable, ou si c'est théoriquement le cas, c'est fait par quelqu'un de très, très, très méthodique. Mais à titre personnel, je pense que ça n'a rien à voir avec du sabotage. Donc, soit c'est un fantôme qui pourrait échapper à la vigilance des récupérateurs, soit c'est de l'incompétence. Ou alors, les rapports ont été peut-être falsifiés. Cela fait des mois, presque peut-être des années, que nous nous préparons à des protocoles de maintenance lourdes pour pouvoir mettre en arrêt les différentes installations pour pouvoir les retaper. On peut mettre une croix sur tout ce travail, messieurs. Et ça met en question, en péril, la survie même de l'ensemble du Nouvel Éden. On va avoir d'autres chats à fouetter, mais si, en effet, il s'agit de négligence ou de trahison, je regarde Ludo, il faudra pas en rester là. Si je puis me permettre, Non. messieurs, à l'heure actuelle, je vous avoue que c'est Victor à nouveau qui reprend la parole. Si je puis me permettre, je dirais que la question du pourquoi n'est à l'heure actuelle pas du tout notre priorité. Notre question est plutôt de savoir comment est-ce que nous pouvons gérer cette crise. Comme l'a dit mon estimé collègue, il va nous falloir prendre une décision. Est-ce que nous arrêtons complètement le réacteur ? Peut-être que mon collègue pourra un peu plus vous détailler le calcul et il vous montre le tableau. Si vous me permettez de résumer,
nous sommes quasiment certains que ce soit le barrage, les centrales d'Arenco, les centrales du Dôme, rien ne pourra compenser cette perte d'énergie. Il faudra forcément que des secteurs se retrouvent sous-alimentés. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas le couper et de ne pas faire de maintenance? À l'heure actuelle, il est de retour en semi-fonctionnement. Mais le risque de surchauffe est toujours là. Et tant qu'il est en fonctionnement actuel, on ne peut pas effectuer de véritable maintenance lourde dessus. Les équipes font ce qu'elles peuvent. Nous avons déjà plusieurs cas de blessés graves dans les techniciens qui tentent quand même des réparations dans des zones dangereuses. Mais je ne vais pas demander à de la main-d'œuvre utile. Il a un regard très appuyé envers Ed. Je ne vais pas demander à la main-d'œuvre utile d'aller se jeter dans la gueule du loup et ainsi perdre d'aussi précieuses connaissances. À ce Usine. moment-là, je me tourne vers Jacob. Je pense que la maintenance va devoir être nécessaire et beaucoup plus sévère que ce que nous avions prévu. Sinon, nous risquons bien plus de pertes que ce que nous pourrions nous le permettre. D'accord. On ne peut Nous en pas. discuterons un peu plus tard et surtout comment gérer cela. Parce que les répercussions de la coupure totale de la centrale de la vieille ville va nous coûter cher. Mais il va falloir voir comment on va s'y prendre. Alors, je vais vous demander de prendre une décision maintenant. Oui, c'est ça. Pourquoi. Je vais vous demander de prendre une décision maintenant. Pourquoi? C'est parce que ce soit l'un cas ou de l'autre, les techniciens vont avoir besoin de temps pour adapter le générateur. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts. Donc, il va falloir qu'en quittant la réunion, Yuzin et Victor informent leurs équipes des changements de protocole. C'est pour ça que je veux la décision maintenant. Je vous le dis, vous n'avez pas le temps. Ouais, j'interpelle Ma Usine. recommandation en tant qu'ingénieur est de désactiver le générateur de façon à faire une réparation complète et intégrale. Vous avez annoncé une semaine. Vous Oui, êtes sûr de D'après les votre premières coup? estimations, Non, je tiendrai ce programme. Vous vous rendez pas compte à quel point ce générateur. Enfin, si, vous vous rendez compte, vous êtes le premier Vous êtes le premier sur le front là-dessus. C'est plus d'un tiers de la production d'énergie de la vallée. Ce n'est pas seulement de la grogne qu'on va entendre là. On va probablement se bouffer des émeutes. Avec en plus cette espèce de tempête rouge qui s'approche. Le Nouvel Éden va devenir un enfer. Et je rejoins pourtant votre avis et celui de Ed. Je pense qu'il va quand même falloir qu'on accepte de couper le générateur. Mais vous vous engagez pour une semaine, usine. Ne faites pas défaut. S'il n'y a pas de changement de programme et que je peux réparer le générateur dans les conditions optimales, oui. Ce que mon estimé collègue n'ose pas dire, c'est qu'il y aura besoin de main-d'œuvre qualifiée et de ressources. Je regarde Tony. Tony acquiesce avec circonspection. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons mis à l'arrêt certaines lignes de production d'Arenco. Cela va probablement vous permettre d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée. En tout cas pour une partie. Il va cependant falloir, parce que là c'est Tony qui parle, il a une voix un peu plus lente, rocailleuse. Il va peut-être cependant falloir davantage sécuriser le site. Car plus nous allons envoyer du monde là-bas, plus les gens vont se rendre compte qu'il s'agit d'une zone d'où de l'énergie peut partir. Le site de la vieille ville est encore peu connu. La vieille ville est dangereuse. Entre ces derniers nids de ghouls, les trancheurs et autres créatures ignobles, il y a assez peu de civils, mais ça ne fera qu'augmenter. Commandant Dany, les récupérateurs pourraient-ils déployer davantage de troupes dans cette zone? La situation est déjà assez alarmante.
actuellement. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais faire en sorte que pendant le temps qu'il vous sera nécessaire, la sécurisation et la protection du site soient une priorité. C'est une bonne nouvelle. Et là, vous voyez Tony d'ailleurs qui, en sortant de ça, sort une liasse de papier de son tour, une liasse de chiffres. Autre chose, j'ai fait avec l'ensemble de mes collègues administrateurs un décompte des pertes durant la nuit. Nous avons beaucoup de bâtiments endommagés, d'infrastructures, et pas mal de morts. Où ça? Un peu partout dans la vallée, dans les différents points qui ont été frappés par les coupures. Certes, nous avons eu, et il agite la main de façon un peu détachée vers Danny, les incidents du bidonville extérieur. Mais nous avons également des coupures d'électricité à Cratère. Nous en avons eu quelques-unes à Ferraille, ou dans la vieille ville, beaucoup dans la plaine ouest. Aranco n'a été que très très peu touché, voire pas du tout. Nos centrales ont pu tenir le coup. J'ai d'ailleurs pris la liberté, si vous me pardonnerez ce dérogement protocole, d'ordonner dès à présent des diagnostics complets des systèmes. Très bonne initiative. La grogne, comme vous dites, est déjà forte. Les gens accusent nos soldats de citadelle et les récupérateurs d'avoir ouvert le feu sur des civils. Et les rumeurs venant du bidonville extérieur n'ont fait qu'amplifier la chose. La plupart des morts à l'intérieur de la vallée n'ont été que par la panique. Dans le bidonville extérieur, il fait la grimace. Il en va tout autrement. Et alors, en parlant de ça, ce qui se passait dans les bidonvilles extérieurs, qu'est-ce qui s'était passé exactement, Danny? La coupure générale a entraîné une panique au sein des populations, qui malheureusement, ils poussent un soupir. Leur intelligence si grande a décidé de se ruer de force sur les bases et les enclaves tenues par mes hommes. Quand ceux-ci ont bien évidemment refusé de leur donner l'accès, certains d'entre eux ont ouvert le feu, et mes hommes se sont défendus. Des pertes sont à déplorer bien évidemment des deux côtés. Merveilleux. Non contents d'être les grands méchants pour les factions extérieures, nous tirons sur les gens que nous sommes chargés de protéger. Eh ben, il est beau le nouvel Éden. Allons, Jacob, ne soyez pas naïfs. Tous les gens morts dans le bidonville extérieur n'attendent qu'une seule chose, venir encore plus dilapider nos ressources. Et vous le savez, c'est pour cela que Ed et vous avez déjà renforcé les contrôles aux frontières. C'est une chose de vouloir préserver ce que nous possédons, c'en est une autre de tirer à vue. Vous auriez voulu que nous ouvrions les portes ? Je n'ai pas dit ça. Mais là, vous êtes en train de parler d'un massacre. Des gens qui cherchaient juste à se mettre à l'abri de l'obscurité se sont retrouvés abattus par des gens qui pensaient les protéger. Ils n'avaient qu'à pas tirer sur leurs protecteurs. Je suis désolé, mais si on nous tire dessus, les récupérateurs se défendront. C'est comme nous l'avons toujours fait. Vous comprendrez, Danny, qu'il y a des échos un peu divergents à votre version. Très bien. Eh bien, peut-être pourriez-vous donner Ce votre serait- voix à ces échos? Que tout soit clair et tout soit dit dans cette salle? Eh bien que, peut-être, très probablement d'ailleurs, ça doit être un mélange des deux versions. Certes, vos hommes ont peut-être été pris pour cible à certains endroits en premier, mais
qu'à l'inverse, c'est peut-être eux des fois qui ont ouvert le feu. Maintenant, on ne le saura pas, on ne pourrait pas connaître la vérité exacte. Et honnêtement, qu'est-ce que ça changerait? Le mal est fait. Mais, je le disais tout à l'heure, nous ne jouissons pas d'une excellente réputation à l'extérieur. Vos gars, ils sont quand même pour quelque chose, Danny. Donc, la version de l'histoire qui sera retenue, je suis désolé de vous l'apprendre, je pense pas que ce soit la vôtre. Et il va falloir qu'on joue avec ça. Qu'en est-il de la situation actuelle dans le bidonville extérieur? C'est Tony qui te pose la question, Danny. Eh ben, mis à part des civils désespérés qui nous tirent dessus, j'ai également reçu un rapport assez inquiétant sur la situation. Certains de mes gars m'ont fait part du fait que certains des gangs qui sévissent au sein du bidonville extérieur semblent s'organiser de plus en plus et mener des actions coordonnées au sein des diverses communautés et groupes du bidonville. Bon, pour ce qui est des actions de soutien aux populations, de distribution d'aide ou de nourriture, ça ne nous dérange pas trop. Par contre, dernièrement, ils se sont mis à, comment dire, élever la voix publiquement face au Nouvel Eden dans son ensemble. Et par ailleurs, petit fait intéressant, on a retrouvé certains de ces gangers, en tout cas ce qui reste d'eux, avec quelques trous en plus, au sein de certaines de nos enclaves, suite à la nuit de massacre. Autant vous dire que c'est quelque chose qui, à titre personnel, m'inquiète beaucoup. Tony va sortir un feuillet de son livret. Commandant Danny, j'ai plusieurs de mes envoyés dans le bidonville extérieur, notamment au niveau de la collecte d'informations et de technologies, qui m'ont rapporté que plusieurs de leurs camarades avaient été retrouvés eux-mêmes taillés en pièces. Et ce, après la fin de la nuit, une fois le jour levé. Et que ça avait également le cas de plusieurs de vos hommes. Me confirmez-vous ? Je n'ai pas reçu de nouveaux rapports depuis celui-ci, mais je vous fais confiance dans ce domaine-là. Qu'entendez-vous exactement par tailler? Ils ont été dûment tailladés, couteaux, lames, pistolets. Bref, ils ont été mis à mort, et pas de façon douce. Mais je pose la question là-dessus. Je me servais de cet exemple pour poser une question. Les abords du Nouvel Éden regorgent désormais de plusieurs milliers de personnes. Est-ce qu'on doit vraiment continuer à entretenir un tel endroit à nos portes? Et il sort un autre feuillet, celui-ci couvert de calculs. J'ai ici la dépense énergétique totale due à ce bidonville. Je sais que vous ne voulez pas, et notamment Jacob, démanteler tout le réseau de ce secteur, mais cela serait une solution. Solution à court terme. Et qui entraînerait un enchaînement de catastrophes. Actuellement, nous avons un bidonville à l'entrée. Évitons de transformer ça en camp de guerre prêt à se jeter sur nous. Envoyons-les vers le royaume. Je sais bien qu'après leur guerre civile, ils sont devenus extrêmement isolationnistes, n'ont plus de contact avec eux. Mais qui sait? Un peu de manipulation par-ci et par-là, et des grands convois humanitaires se formeraient en direction du royaume. Et qui sait ce qui peut se passer dans les montagnes? Avec les événements de ces 24 dernières heures, je ne suis pas sûr que nous arrivions à en convaincre beaucoup. Comme vous avez dit, ils sont des milliers et des milliers. Même si la moitié partait, l'autre moitié resterait une menace s'ils décidaient d'attaquer.
Fort bien. Mais je me permets dans ce cas de rebondir sur un autre sujet. Certes, ces milliers de personnes sont toujours à l'extérieur, mais qu'adviendra-t-il quand la tempête arrivera? Et il a un regard appuyé vers Usine. Je pensais justement à ça. Que d'après le rapport du docteur Hines, à l'arrivée de la tempête, devant la tempête qui est en approche, il y a une grande quantité de réfugiés qui est en approche et qui risquent de venir aux abords de la vallée, et plus particulièrement dans le bidonville. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Vous voyez Danny qui lâche un gros soupir exaspéré. Et pendant que j'y suis à parler de la tempête, je dois vous annoncer que la tempête arrivera dans environ 2 semaines d'après les premières estimations, pour une durée de plus ou moins 3-4 semaines. Ce qui, d'après encore une fois les premières estimations, a une forte probabilité de faire en sorte que les ténébreux puissent se mouvoir en journée. Ce qui voudrait dire l'utilisation d'énergie durant la journée. Comme vous pouvez le voir, et Victor montre le tableau rempli de calculs, nous avons fait des estimations. Les vents à l'intérieur de la tempête sont extrêmement lents. Il semblerait que ça soit quelque chose de natif à ce monde. On a perdu les connaissances, bien entendu, de l'ancien monde, mais littéralement, ce qu'on peut dire, c'est que les vents à l'intérieur de la tempête sont si lents qu'elles se déplacent extrêmement lentement. Par contre, elle est d'une telle densité que les rayons du soleil vont vraiment peiner à la pénétrer pour pouvoir nous éclairer. Donc comme vous le dites, nos générateurs vont devoir fonctionner quasiment sans cesse. Il n'y a quasiment pas de risque de dégâts matériels vu la faible puissance des vents. Donc de ce côté-là, nous devrions être tranquilles. Néanmoins, en ce qui concerne véritablement le fait de nous protéger des ténébreux, Déjà, il nous faudra l'entièreté de nos capacités énergétiques. Autrement dit que le générateur soit de nouveau opérationnel. Cette D'où ma tempête, recommandation de le réparer complètement. Et le préparer à devoir tourner en flux tendu. cette tempête est-elle très poussiéreuse ou pas? oui. Y a-t-il un risque que cette poussière puisse entraver le barrage? Les vents sont trop peu violents. Je ne parle pas du vent, Non. je parle de la poussière qui s'accumulerait dans la rivière, enfin, dans Comme le je vous l'ai dit, fleuve. les vents sont très faibles. La poussière arrivera lentement. Elle devrait pouvoir être dégagée. Ne serait-ce que si nous prenons des ouvriers d'Aranco et que nous les envoyons bourrés de drogue et de tranquillisants dans les zones les plus dangereuses. Ce sont des ouvriers de carrière et de mine. Ils seront capables de désengorger le barrage en cas de besoin. Et là, tu vois Tony qui fait la grimace. Très fort. Pourrait-il avoir des conséquences pour les plantes, notre agriculture? Là, c'est Tony qui reprend la parole. Sous serre, nous ne devrions pas avoir de problème. En ce qui concerne les plantations extérieures, oui. Génial. On va devoir s'attendre à une pénurie alimentaire. Je peux déjà commencer à faire des réserves. Nous devrions pouvoir tenir un mois si la tempête s'écoule sur aussi longtemps. Prévoyez L'avantage des dans- réserves. Prévoyez les réserves. Et... Eh bien, je pense que je peux faire confiance à tout le monde ici pour réorganiser un rationnement tout à fait compétent de votre part depuis l'histoire Cavendish. Bref. Jacob, je pense que nous allons immédiatement couper la centrale, enfin, pour lancer la maintenance. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, j'approuve. Usine, si vous avez J'approuve terminé tout votre rapport et toutes les informations dont vous disposez, partez Oui. immédiatement avec votre équipe. Denis, Denis et Lark, si vous n'avez pas suffisamment d'hommes pour sécuriser la vieille ville, une escouade de soldats du Dôme n'hésitera pas à intervenir s'il y a besoin. Vous n'aurez qu'à demander. Nous sommes dans une situation critique. S'il le faut, ils se déplaceront.
Pendant ce temps-là, l'entraînement qui se trouve actuellement entre les soldats du Dôme et les soldats de la Citadelle continuera. Et dites-leur de se préparer à devoir affronter des ténébreux et des ghouls dans les semaines qui suivent. Et transmettez d'ailleurs cette information à tous les soldats, à tous les récupérateurs. Ah, une dernière chose. Cette tempête, quel impact aura-t-elle sur les aéronefs? Ils devraient pouvoir s'y mouvoir sans trop de difficultés. Les vents ne sont pas assez violents pour les menacer. Néanmoins, leurs vols devront être de durée limitée et ils devront être stockés dans des hangars fermés pour éviter que la poussière ne vienne obstruer leurs réacteurs. Bien, nous allons préparer des hangars dans tous les lieux stratégiques avec des équipes pour les protéger. Lark et Dany, vous vous occuperez de ça. Jacob, s'il le faut, vous donnera un coup de main, même s'il aura d'autres choses à gérer. Je pense, Jacob, que vous allez, connaissant, essayer de gérer les bidonvilles extérieurs. J'hésite même à y aller en personne, là, pour le coup. Parler aux populations. Mais en fait, c'est qu'il y a une décision à prendre et ça a été suggéré tout à l'heure. Est-ce que nous ne devrions pas inciter les gens à partir, se mettre à l'abri plus au sud? Étant donné les éléments que l'on apprend sur la tempête, peut-être qu'on pourrait faire comprendre aux gens que le Nouvel Éden ne sera pas en tout cas un endroit sûr et capable d'assurer leur protection. C'est une bonne idée. Parler de la tempête, de son arrivée imminente et de la coupure d'électricité. On pourrait l'impliquer à la tempête. Vous ne craignez pas plutôt que cela provoque des paniques, voire même des attaques? C'est pour ça, en fait, c'est que ce genre de décision va être systématiquement à double tranchant. Et je me vois pas prendre la décision seul et je me dis qu'en fait c'est un sujet que nous devons trancher, maintenant, car nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. Mais il faut vraiment qu'on pèse le pour et le contre. Moi j'ai une question. Si nous coupons les réserves, si nous coupons le générateur de la vieille ville, c'est Tony qui parle, ne comptez pas prendre l'énergie d'Aranco. Il va vous falloir couper d'autres centres, ou du moins les affaiblir, sans, je veux dire, ne les coupez pas, bien entendu. Mais il va vous falloir très durement les affecter. C'est sûr, heureusement que nous avions déjà prévu lors des années précédentes pour les maintenances différents systèmes électriques pour pouvoir gérer cela de manière plutôt contrôlée. Malheureusement, ça va se faire plus tôt que prévu et de manière, je vais dire, non voulue, qui va poser certainement des problèmes. Et dans certains endroits qui n'ont pas été testés, ça pourrait causer des problèmes. Je pense également qu'une solution qui pourrait nous bénéficier doublement serait peut-être de préparer l'évacuation des communautés situées dans les grandes plaines vers des centres urbains plus densément peuplés. Je ne suis pas d'accord. Cela augmenterait le risque d'attaque de ténébreux. Là, au moins, ce sont des petites communautés à droite et à gauche, difficiles à rassembler en horde. En cas de besoin, les aéronefs peuvent balancer des missiles ou nous pouvons nous-mêmes envoyer des commandos exterminer des poches de ghouls ou des communautés jugées inutiles. Évitons des massacres inutiles actuellement. Nous en avons déjà eu quelques problèmes récemment. En rajouter de manière inutile sera problématique, surtout au sein du Nouvel Éden. Nous avons déjà passé la dernière guerre civile, ainsi que l'invasion qui a suivi derrière les Gaules. Nous avons survécu à la famine causée par Cavendish. Nous passerons ces problèmes d'électricité, cette tempête également. Quelles qu'en soient les causes, nous en relèverons plus fort que nous étions. Et si certains étaient à l'origine de tous ces problèmes, nous nous occuperons après, ou même pendant s'il le faut. Mais quoi qu'il arrive, soyez prêts à tout.
car je crains fort que le nouvel Éden risque sa survie dans les semaines qui suivent si nous gérons mal tout ce qui se passe actuellement. Usine, rendez-vous immédiatement à la vieille ville. Préparez tout ce qu'il faut faire pour réparer cette foutue centrale. Et d'ici une semaine, je veux qu'elle refonctionne correctement, au moins jusqu'à la fin de la tempête. Et après, nous reprendrons, comme il était prévu, du moins je l'espère, les maintenances. Et vous pourrez retourner dans vos quartiers dans le barrage. D'accord. Euh, Commandeur, vous souhaitez maintenir l'entraînement à Citadelle. Vu ce qu'on annonce, je pense qu'il faudrait mieux l'interrompre parce qu'on va avoir besoin de tous les hommes disponibles. C'est probable, oui. Nous discuterons plus exactement. Dans l'idéal, j'aimerais le maintenir, notamment qui spécialise dans l'entraînement antiténébreux. Et si ce n'est pas possible, eh bien nous le couperons. Tony va se pencher et regarder les cartes. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce dont je suis sûr, c'est que cette tempête va tout changer. Que ce soit pour nous, pour les gens dehors, pour tout le nouvel Éden. Quant à moi, en tant que maître du jeu, je vais vous souhaiter un excellent courage, un bon retour dans l'apocalypse et une excellente campagne. On coupe là. Vous allez en chier. Non, c'est vrai?